Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans ce journal. Ce soir, la rédaction accueille El Anziz Hamidou, secrétaire départemental de l'UDFO. Bonsoir. Bonsoir. Alors El Anziz, un climat social tendu en ce moment à Mayotte avec toutes ces grèves qui ont été déclarées, on le voit. On en parlera plus amplement tout à l'heure avec vous. On parlera également de ce qui se passe du côté de chez Zoom, un climat assez tendu. On verra ça tout à l'heure avec vous. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors ça y est, on connaît maintenant les noms de deux candidats de gauche qui vont participer au second tour ce dimanche pour la primaire de la gauche. Vous nous en parlerez tout à l'heure, surtout par rapport à ce qui s'est passé à Mayotte avec cette belle surprise qui a été remarquée. On parle dans ce journal tout à l'heure, Pierre, mais d'abord voici les titres de ce lundi 23 janvier. Benoît Hamon, Manuel Valls. Voici l'affiche de la finale des primaires citoyennes. Avec plus de 35% des voix, Benoît Hamon est le grand vainqueur du premier tour du scrutin de la gauche, devant Manuel Valls, qui obtient 31% des suffrages. Mais à Mayotte, c'est l'ancien Premier ministre qui arrive largement en tête. Il devance ses adversaires avec plus de 83% des voix. Compte rendu en ouverture de cette édition. Alors que la Chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte subit une crise financière sans précédent, depuis ce matin, ses agents ont décidé de se mettre en grève. En effet, ils s'insurgent contre des conditions de travail difficiles au sein d'une institution à la dérive. Reportage. Alors que la pénurie d'eau continue à Mayotte, les répercussions ont de quoi inquiéter. La sécheresse touche évidemment les citoyens en premier lieu, mais elle a également des conséquences au niveau sanitaire et économique. Le point sur une situation de plus en plus préoccupante à la fin de votre journal. Et ça y est, on connaît désormais les noms des deux candidats de gauche qui s'affronteront dimanche prochain lors du second tour de la primaire citoyenne. Benoît Hamon, Manuel Valls. Voilà donc le duel sorti des urnes hier lors du premier tour. Avec près de 36% des voix, Benoît Hamon a pris la tête du scrutin, loin devant l'ancien Premier ministre qui s'en sort avec 31% des voix. Côté mobilisation, ce scrutin, ce n'était pas à la foule des grands jours puisque le scrutin n'a mobilisé qu'1 300 000 votants. À Mayotte, l'engouement n'était pas non plus au rendez-vous avec seulement 1924 électeurs. À noter tout de même ce raz-de-marée en faveur de l'ancien Premier ministre Manuel Valls qui a dépassé 80% des suffrages. Les réactions dans l'île au lendemain du premier tour avec Sony Chamsuddin et Adèle Laurent. Virage à gauche toute pour les socialistes. Comme pour la droite, c'est un candidat surprise, Benoît Hamon, qui est en pole position du premier tour de la primaire citoyenne dans toute la France. Comme aux primaires de la droite, Mayotte vote à contre-courant. Fort d'un grand soutien, Manuel Valls, second au niveau national, arrive largement en tête dans le 101e département. L'ancien Premier ministre enregistre près de 84% de voix, un plébiscite dont se félicitent ses supporters. C'est le candidat qui est connu au niveau de Mayotte. C'est le candidat qui est venu à Mayotte, qui s'est rapproché de la population de Mayotte. Si je reparle de la population de Mayotte, il a été directement à la rencontre des élus qui représentent la population de Mayotte. Il a échangé, il a pris des engagements, il a commencé à les honorer. Donc il est tout à fait naturel que le résultat obtenu hier à Mayotte lui soit favorable. Autre surprise à Mayotte, la deuxième position de Sylvia Pinel. Avec plus de 5%, la candidate du Parti radical de gauche devance le grand vainqueur du jour, Benoît Hamon, qui dépasse les 4% de suffrages dans le territoire. Pour la fédération locale du Parti radical, il s'agit d'une belle récompense. Il faut comprendre que le Parti radical de gauche à Mayotte, on l'a mis en place et on travaille depuis 1 an et demi. Et à se positionner, se retrouver en deuxième place face au Parti socialiste, c'est que du positif. Un parti qui d'ores et déjà s'est rallié à la candidature de Manuel Valls. Manuel Valls est le candidat, à notre sens, qui défend les valeurs de la République. Et il ne faut pas aussi oublier que le Parti radical de gauche, au niveau national, a eu des fonctions dans les gouvernements, que ce soit dans le gouvernement de Hérault ou de Manuel Valls. Nous avons eu le fauteuil de ministre de la fonction publique, le ministre des collectivités territoriales, le secrétaire d'État au sport, que ce soit la garde des Sceaux avec Christian Taubira. Tout ça font qu'aujourd'hui, on ne peut pas se dire que se ôter du bilan du gouvernement. Des voix
voix mahoraises s'avérant cependant insuffisant pour Manuel Valls s'il veut l'emporter au niveau national. Hier, pas grande foule dans les bureaux de vote de Lille, avec un taux de participation d'environ 2,5%. Le responsable des élections espère tout de même une meilleure mobilisation pour le second tour. On sait très bien que si les élections ne concernent pas la localité, ne sont pas des élections locales, les gens ne sont pas forcément mobilisés. Vu le résultat qu'on a obtenu hier, on va donc redoubler de courage et essayer de mobiliser au maximum pour que les gens viennent dimanche prochain voter, afin que l'on puisse envoyer notre candidat aux élections présidentielles. L'explication finale entre les deux gauches aura bien lieu ce dimanche. Un résultat qui annoncera bien la couleur à moins de 4 mois de la prochaine présidentielle. Alors Pierre, la primaire, le premier tour de la primaire c'était hier et justement, écoutez, on l'a vu, Benoît Hamon et Manuel Valls sont sortis vainqueurs de ce premier tour avec cette surprise notamment à Mayotte. Oui, une surprise. Alors, effectivement, on imaginait que Manuel Valls, parce qu'il avait un comité de soutien qui était très important, Sarah Moussoun le soutenait, Issouf Hamada, effectivement, l'organisateur aussi de ce scrutin, de ces deux scrutins, le soutenait. Donc, il bénéficiait de véritables soutiens et d'une organisation. Et effectivement, ils sont allés à la rencontre des électeurs, tout ce comité, afin de faire en sorte qu'ils votent pour Manuel Valls. Maintenant, effectivement, la deuxième surprise, c'est Sylvia Pinel qui termine deuxième à Mayotte. Mais là encore, le PRG avait fait un très gros travail sur le terrain pour amener les uns et les autres. Sur le plateau. Effectivement, ils étaient venus sur le plateau pour amener les uns et les autres à voter pour Sylvia Pinel. Maintenant, ce scrutin, il révèle quand même une claque pour le Premier ministre, puisqu'il était le grand favori. Finalement, il est second derrière Benoît Hamon. Benoît Hamon qui a fait que 4% à Mayotte, qui n'est pas forcément très soutenu sur le territoire, mais qui néanmoins, au niveau national, a montré, a bénéficié d'une véritable dynamique. Il partait quand même comme un outsider. On pensait même qu'Arnaud Montebourg ou Vincent Payon étaient des candidats plus crédibles que Benoît Hamon. Et puis finalement, il a eu des idées, j'allais dire, un peu plus révolutionnaires que les autres, notamment ce revenu universel. Oui. Peut-être plus à gauche aussi. C'est peut-être ce que révèle finalement ce scrutin, un besoin d'être plus à gauche au niveau de ces primaires de la gauche. Et Dieu sait que durant tout ce mandat, il y a eu des critiques en disant que ce parti socialiste était trop à droite ou du moins trop au centre. Donc finalement, voilà les grandes révélations de ce scrutin. Maintenant, on va voir effectivement Arnaud Montebourg qui a fait 17%, appelle à voter Benoît Hamon. Donc la tendance voudrait effectivement que le candidat Hamon gagne ce deuxième tour. Maintenant, rien n'est fait. Et puis à Mayotte, on peut maintenant être sûr que le candidat Manuel Valls va faire encore un score impressionnant parce que finalement, son score, si on le rapproche des primaires de la droite et des candidats, il y a eu à peu près 2000 votants à Mayotte pour ces primaires de la gauche. On se souvient que François Fillon avait fait 2700 votants, avait récolté 2700 votes lors du deuxième tour. Finalement, il est autour de peut-être 1700, 1800. Donc vous voyez, il y a certes un véritable écart, mais en tout cas, Manuel Valls est clairement soutenu à Mayotte. Alors justement, par rapport à la mobilisation pour ce scrutin, on a vu que beaucoup moins de monde se sont déplacés comparé aux primaires de la droite. Est-ce que ça s'explique par rapport au bilan du gouvernement, au bilan de la gauche en ce moment au pouvoir ? Écoutez, c'est difficile à dire puisqu'il faut quand même prendre en considération le fait que les électeurs de gauche comme de droite pouvaient prendre part à ce scrutin. Or, on sait que les électeurs de gauche sont beaucoup allés voter lors des primaires de la droite, notamment pour faire barrage à Nicolas Sarkozy. Il faudrait voir, nous allons sûrement le savoir dans les prochains jours, si effectivement les électeurs de droite se sont aussi mobilisés pour aller voter. Est-ce qu'ils ont été intéressés par ce scrutin? Est-ce qu'ils ont souhaité finalement choisir le futur candidat de la gauche qui pourrait, et c'est toujours, on l'a déjà dit et répété, qui pourrait faire barrage à Marine Le Pen, puisque c'est ce que cherchent ces deux partis, que ce soit les Républicains ou le Parti Socialiste. Ils veulent trouver un candidat qui pourra faire barrage à Marine Le Pen. Donc voilà, c'est la grande question. Est-ce que les électeurs de droite sont allés voter ? A priori non, en tout cas beaucoup moins que ça a été, que ce fut le cas pour les primaires de la droite. Voilà, maintenant effectivement, quand même les chiffres, presque 2 fois moins d'électeurs qui se sont rendus aux urnes, le chiffre est quand même important et ça montre aussi une démobilisation qui là est peut-être due effectivement à un bilan mitigé, on va dire, pour ce mandat de François Hollande. Merci beaucoup Pierre pour ces précisions et on suivra la suite de cette primaire, notamment dimanche prochain.
Et politique toujours, mais du côté du MDM cette fois. Ce week-end, le comité directeur a choisi ses 4 candidats en vue des élections législatives et sénatoriales à venir. C'est donc Hassani Abdallah, Nadjim Hamada, Daniel Zaidani et Ibrahim Bouanahiri qui ont été choisis pour faire face aux électeurs. 4 candidats de poids dont les adversaires ne sont pas non plus en reste, à l'instar de Mansour Kamardine ou encore El Hadj Chakrina chez les Républicains, pour ne citer que. Une campagne qui s'annonce donc serrée. C'est pourquoi ce matin, nous avons souhaité sonder 2 parmi les 4 candidats MDM fraîchement investis. Le point dans ce sujet, signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Ils sont désormais connus. Les 2 candidats aux élections législatives pour le parti MDM sont Daniel Zaidani et Ibrahim Bouanahiri. En ce qui concerne les sénatoriales, Hassani Abdallah et Nadjim Hamada seront les 2 représentants du mouvement pour le développement de Mayotte. Une fierté pour les 2 plus jeunes nommés qui ont été adoubés par leur père et qui, malgré leur expérience politique, se lancent pour la première fois dans la quête d'un mandat parlementaire. À l'issue de leur choix, de leur conviction, c'est avec beaucoup de satisfaction et de responsabilité que je vais assumer le choix du comité directeur de me choisir comme candidat aux élections législatives de juin 2017. C'est une grande responsabilité. Les choses sont globalement bien passées. Tout le monde, a priori, va se rallier aux candidats qui ont été désignés par ce comité directeur et nous rentrons franchement en campagne. Donc aujourd'hui, c'est un moment de gravité pour moi puisque le parti a décidé de me faire confiance. Une confiance basée sur des programmes que les différents candidats ont dû présenter au comité directeur du parti. Et du côté de Daniel Zaidani, les axes principaux tournent autour de l'investissement, de la réduction du chômage, des actions en faveur du social ou encore de la lutte contre la fiscalité excessive à Mayotte. Notre pays va mal. Nous savons aujourd'hui sans aucun doute qu'effectivement Mayotte a pris beaucoup de retard en termes d'investissement, en termes de niveau de chômage. Nous voyons que le chômage à Mayotte est très élevé. Nous constatons également que l'action sociale a un retard très important. Qu'au niveau de l'imposition, il y a un travail de refonte à établir. Et donc, vous voyez que les conséquences font que Mayotte a un retard systématique en termes de développement et en termes de bien-être sur le territoire. C'est pour cela que nos parlementaires de la prochaine génération auront un travail important à réaliser en termes législatifs afin que justement des adaptations de textes puissent être établies pour Mayotte en tenir compte de nos spécificités, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Parmi les autres spécificités auxquelles veulent s'attaquer les candidats du MDM, la lutte contre l'immigration clandestine et celle contre la délinquance. En effet, pour Nadjim Hamada, tant que ces 2 problèmes ne seront pas réglés, l'île ne pourra véritablement se développer. Développer et de proposer une réelle coopération sanitaire, judiciaire, policière avec les Comores, sachant que c'est un pouvoir de l'État de négocier ce genre de choses. Mais les parlementaires du territoire se doivent d'être actifs en la matière et dire que l'immigration pourra être endiguée sur ce territoire que s'il y a un contrôle des frontières à partir du territoire de départ, c'est-à-dire en juin et aux Comores. Aujourd'hui, cette chose-là ne se fait pas, d'où l'arrivée massive de Kwassa sur le territoire de Mayotte. Deuxième chose sur la délinquance, il faut plus de fermeté à l'endroit de ces coupeurs de route, de ces cambrioleurs, de ces voleurs, et peu importe leur nationalité au demeurant, mais plus de fermeté pour que cette délinquance également disparaisse, à tout le moins qu'on arrive à baisser le taux de délinquance sur ce territoire. L'heure de la campagne a donc sonné pour les différents candidats du parti, même si la route est encore bien longue, avant que chacun puisse se soumettre au vote des électeurs. Et on continue avec cette nouvelle grève du côté de la Chambre de l'agriculture, de la pêche, de l'aquaculture de Mayotte. Ce matin, les agents en grève se sont rendus devant les portes de la Chambre de commerce et de l'industrie. À grand renfort de banderoles choc, ils ont manifesté leur mécontentement face à des conditions de travail devenues difficiles, d'autant plus que la question de leur statut n'est toujours pas résolue. Le point dans ce sujet, signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Ils l'avaient annoncé. Les agents de la CAPAM se sont mis en mouvement ce matin face au manque de solutions apportées à leurs problèmes. Des problèmes qui, selon les grévistes, sont nombreux.
Si on est là aujourd'hui, c'est que le vase est en train de déborder. Il se trouve que depuis juillet 2016, la CAPAM est sous tutelle, donc sous tutelle de la préfecture. Et au lieu que les choses s'arrangent, on se rend compte que les choses se dégradent. Au jour d'aujourd'hui, on enregistre 9 départs. En 6 mois, nos conditions de travail et de sécurité, d'hygiène ne sont pas remplies. On vit avec les rats, on vit avec d'animaux dangereux, surtout sur nos sites de Coconi. Le ménage n'est pas fait, on n'a pas les moyens techniques et financiers pour remplir nos missions. Autre problème et non des moindres, la question statutaire des agents. En effet, ces derniers ne jouissent pas des mêmes droits que les autres salariés des différentes CAPAM du pays. Vu que nous avons plusieurs CAPAM ou chambres de l'agriculture à travers l'outre-mer et même le territoire national, ceci dit qu'il y a un statut qui gère le personnel de ces différentes chambres d'agriculture et qui n'est pas appliqué à Mayotte. Et les agents de la CAPAM aujourd'hui demandent à ce que leur statut soit appliqué entièrement pour leur permettre de pouvoir évoluer comme tous les autres. Indexation, évolution des carrières, cotisation à la médecine du travail, les agents réclament de nouveaux droits afin d'être traités comme leurs homologues ultramarins. Problème, l'institution fait face à de gros problèmes financiers qui l'ont contraint à être placé sous la tutelle de l'État. Une situation difficile face à laquelle les grévistes refusent d'en pâtir. Nous, les solutions qu'on veut, c'est de travailler au service des agriculteurs, des pêcheurs, des aquaculteurs. Il faut que l'État, le conseil départemental et les élus de la CAPAM se mettent autour d'une table pour trouver des solutions très vite, à court et à moyen terme, pour désendetter la CAPAM. Parce que le gros souci, c'est l'endettement de la CAPAM. Aujourd'hui, on enregistre 900 000 € de dette et ça continue. Donc, il faudrait qu'on trouve des solutions, qu'on nous dise, nous, après chacun a son travail. Parce que nous, contrairement aux autres organisations, les associations, les OPO, les coopératives, nous, on fait un service public. Donc, c'est tout le monde qui peut venir. Donc, si la CAPAM meurt, à mon sens, les agriculteurs aussi. Un service public mis à mal par des finances au plus bas et qui doit désormais faire face à une grève illimitée. Je me tourne maintenant vers notre invité, Lanziz Amidou. Et Lanziz, on va parler de grève. On va d'abord commencer par celle-là, celle de la CAPAM. Est-ce que FO aujourd'hui est partie prenante à cette grève? Écoutez, on n'a pas de représentants au niveau de la CAPAM, hein, donc nous sommes solidaires quant à ce mouvement-là et c'est partout à Mayotte comme ça, il y a des conflits, des grèves, donc nous nous associons dans tous ces mouvements-là. Alors les mouvements, il y en a effectivement. On va parler de ce qui se passe en ce moment à Zoum avec la colère des salariés. Écoutez, ça date pas d'aujourd'hui. Vous savez très bien qu'on est dans un département qui n'est pas du tout bien préparé, il est mal préparé, les choses ne sont pas vraiment appliquées comme ils devraient être dans un département. Donc nous avons même pas le code du travail, nous avons des conditions de travail très limitées. Donc ça se comprend aujourd'hui si on a tous ces mouvements de grève qui se peaufinent à l'horizon, c'est que il y a matière à ça, c'est que on doit lutter pour avoir des droits ici à Mayotte. On doit lutter pour le droit commun, alors que partout ailleurs, dans les départements d'outre-mer, il y a le droit commun qui s'applique, sauf à Mayotte. On a un département où le droit ne s'applique pas. Donc, c'est pas normal. C'est pourquoi nous, les organisations syndicales, nous faisons des rapports de force pour faire appliquer la loi, pour faire appliquer le droit commun. Alors, notamment en termes de revendications, quelles sont-elles du côté de Zoum toujours, hein? Écoutez, en termes de revendications, c'est toujours le même, hein, comme partout ailleurs dans le département. C'est qu'on a des problématiques touchant au salaire, on a aussi des problématiques touchant aux conditions de travail. Et aussi, on a une autre problématique aussi, c'est que il y a Tetrama et Zoum qui fusionnent, et tout ça dans l'incertitude la plus totale, parce que non, pas du tout. On n'est pas associés à ces discussions-là. Donc, nous sommes
sommes en droit de nous inquiéter et de demander des comptes à l'employeur. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons fait le préavis et nous avons tendu la main à l'employeur pour qu'on puisse entamer ensemble un dialogue social constructif. On n'a pas eu de réponse en ce sens-là. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes perplexes. Et donc, le préavis, il court toujours. Donc, d'ici là, rien n'est fait, c'est que forcément il y aura un rapport de force qui sera mis sur la table. Alors le rapport de force, c'est également du côté de l'entreprise Balou. On l'a vu avec cette situation quand même, que c'est compliqué avec cette situation inédite. Aujourd'hui, est-ce que EFO a participé justement au démêlé de cette affaire? Est-ce que vous êtes dans les discussions? Est-ce que vous avez eu affaire aux salariés notamment pour voir avec eux comment ça pouvait continuer, comment on pouvait arrêter cette grève? Écoutez, nous n'avons pas de délégués au niveau de la société Balou. Par contre, nous avons des adhérents. Donc, c'est à ce titre-là que je m'étais déplacé pour voir les situations dans lesquelles évolue le conflit. Donc, j'ai dû même proposer mes services pour faire débloquer les choses. J'avais invité l'employeur et le principal syndicat majoritaire, les principaux existants, la CGT et la CFDT, mais force est de constater que personne n'a répondu à l'invitation. Et écoutez, c'est un conflit d'une extrême lourdeur. Donc, à ce niveau-là, nous avons fait le nécessaire pour réunir et l'employeur et les syndicats majoritaires. On a eu un petit écho venant de l'employeur comme quoi il acceptait les négociations, mais du côté syndical, il y a eu quand même un couac et moi, personnellement, je ne peux pas forcer les parties à se mettre d'accord, mais je peux quand même essayer de les emmener à s'asseoir autour d'une table. Donc c'est ce que je n'arrête pas de faire. Donc là, je continue à inciter les deux parties à se mettre autour de la table et à trouver une solution qui soit profitable pour les deux parties, qui soit une solution de gagnant-gagnant. Donc aujourd'hui, et l'employeur et les syndicats ne se voient pas. Donc ça, c'est pas normal. C'est pas ça le dialogue social. Le dialogue social, c'est de part et d'autre qu'il y ait une véritable volonté de s'en sortir. Donc je vois que actuellement les syndicats ont envie de s'en sortir, ont envie de sortir de ce conflit-là. Mais du côté employeur, c'est complètement le silence radio. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, je dénonce cet état de fait. Et donc j'en appelle à la responsabilité sociale de l'employeur et qu'il vienne retrouver les partenaires sociaux autour d'une table pour qu'on en finisse avec ce conflit-là. Tous les conflits qu'on a dû entamer dans le département, ça s'est bien passé. On a pu avoir une résolution, une solution qui était, à mon sens, une solution équitable. Donc aujourd'hui, on est devant l'impasse et ça, c'est pas normal. Alors, autre conflit maintenant, pour finir, allons-y, celui de la CSSM, la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Alors, qu'en est-il actuellement de la situation ? Mais écoutez, le cas de la sécurité sociale, c'est un cas un peu particulier parce que nous dépendons de la Convention collective nationale des organismes de sécurité sociale. Donc, vous savez très bien que depuis 2010, la valeur du point d'indice a été gelée et que les augmentations de salaire ne sont plus d'actualité. Donc, toutes les négociations concernant le salaire n'ont pas abouti à quelque chose. Donc, le gel total, nous la vivons depuis 2010. Donc, aujourd'hui, nous attendons qu'il y ait une réunion de négociation de salaire pour débloquer, dégeler cette valeur du point d'indice pour que les salaires puissent évoluer dans le bon sens. Donc jusqu'à cette heure-ci, il n'y a pas eu de réponse favorable de la part du gouvernement. Donc j'espère que demain, les partenaires sociaux se réuniront à Paris, qu'on pourra trouver un terrain d'entente pour faire évoluer les salaires dans le bon sens. Alors, on se rappelle il y a quelques jours, vous étiez dans la rue, notamment une cinquantaine d'agents de la CSSM étaient dans la rue. Est-ce que vous envisagez, si les négociations n'aboutissent pas à ce que vous souhaitez, redescendre dans la rue pour une grève un peu plus longue cette fois, puisqu'on se rappelle que ça avait duré une journée?
Naturellement, nous, vous savez très bien que nous, à la Sécu, nous revendiquons un dialogue social constructif. Donc aujourd'hui, face à cette impasse-là, nous sommes obligés de livrer un rapport de force sans précédent. Et il n'y a pas que ce côté salaire qui à mon sens, gêne. Il y a aussi le côté retraite complémentaire. Donc, moi, concrètement, je vois les choses vont évoluer vers un rapport de force parce que le gouvernement ne veut pas entendre raison et ne veut pas que ça soit les salaires, que ça soit la retraite complémentaire des agents de la Sécu, il n'y a pas de réponses favorables qui vont dans le sens de la satisfaction de tous ces salariés-là qui travaillent dans la sécurité sociale, dans le réseau sécurité sociale. Ce sont des agents de droit commun, donc ils doivent avoir les mêmes droits que tous les agents qui travaillent dans les autres départements d'outre-mer. Donc moi, en tant que dirigeant d'une organisation syndicale, de Force ouvrière, je ne peux pas laisser passer ce genre d'injustice. Donc je ne peux qu'inciter les agents de la Sécu à construire le rapport de force nécessaire pour emporter le droit. Et le droit, que vous le savez très bien, c'est l'application de la retraite complémentaire et aussi l'augmentation des salaires. Merci beaucoup Elan Ziz, un conflit qu'on suivra de très près bien sûr dans les prochains jours. Elan Ziz Hamidou, je rappelle, qui est secrétaire général de l'UDFO. Et on continue maintenant avec le reste de l'actualité de ce lundi 23 janvier. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. En juin 2015, Manuel Valls, alors Premier ministre, s'était engagé à développer Mayotte via 10 mesures de taille. Et alors que 4 manquaient toujours à l'appel la semaine passée, plusieurs amendements ont été déposés dans le texte de loi sur l'égalité réelle outre-mer. 3 nouvelles promesses ont ainsi été introduites, auxquelles il convient d'ajouter une 4e de poids, puisqu'il s'agit d'une baisse de 60% de la valeur cadastrale locative, valant ainsi une baisse de 60% de ce qui était dû. Pour le reste, Mayotte va bénéficier d'une meilleure prise en compte du dynamisme démographique des communes, grâce à un recensement qui sera remis au goût du jour chaque année. En outre, une dotation d'adressage va être débloquée afin que chaque habitation bénéficie d'un numéro et d'un nom de rue répertorié. Enfin, en ce qui concerne l'octroi de mer, d'ici 3 ans, ce dernier sera versé en intégralité aux communes. Le département touchera pour sa part une compensation de pertes afin que ses finances ne soient pas déséquilibrées. D'excellentes nouvelles pour Mayotte, qu'il nous tarde désormais de voir entrer en vigueur. Et autre bonne nouvelle, mais en ce qui concerne la lutte contre la délinquance cette fois. En effet, 3 coupeurs de route âgés de 15 à 17 ans ont été arrêtés par la police nationale pour des faits commis le 14 janvier 2017. Présentés au parquet samedi 21 janvier, ils ont été mis en examen pour vol avec arme et tentative de vol avec arme, crime puni de 20 ans de réclusion criminelle. Un jeune majeur a lui été interpellé par la gendarmerie nationale avant d'être mis en examen pour des faits commis dans la nuit du 13 au 14 janvier 2017 sur un barrage monté dans le sud de Mamoudzou. Entre le 14 et le 19 janvier, il a également été impliqué dans l'agression d'un couple à Musical-Plage, l'agression des vigiles d'une carrière ETPC à Bandrélé, un homejacking et une agression sur des automobilistes dans la commune de Bandrabois. Il a été mis en examen du chef de vol avec arme en bande organisée et encourt une peine de 30 ans de réclusion criminelle. Tous ont ensuite été présentés au juge des libertés de la détention qui, conformément aux réquisitions du parquet, les a placés en détention provisoire. La compagnie Air Austral vient de confirmer l'information selon laquelle des vols en direction des États-Unis pourraient être mis en place dans les prochains mois. Par le biais d'un communiqué, la compagnie réunionnaise indique ainsi, je cite, « Afin de développer son activité d'affrètement, Air Austral avait déposé le mois dernier un dossier de demande d'autorisation auprès du département américain des transports pour desservir ponctuellement les États-Unis. Cette autorisation a été accordée ce jeudi 19 janvier 2017, permettant ainsi à Air Austral de renforcer ses opportunités d'affaires par la location de ses avions en période creuse pour des opérations d'affrètement uniquement entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Pour l'heure, la compagnie ne souhaite donc pas s'étendre sur le sujet, parlant uniquement de dessertes ponctuelles pour des opérations d'affrètement. Néanmoins, l'espoir de vols commerciaux à destination des États-Unis semble plus que jamais d'actualité.
Et enfin, mercredi s'est tenue la 13e réunion du comité de suivi de la ressource en eau. Bien que le niveau se stabilise et ce grâce aux tours d'eau mis en place dans le sud, le taux de remplissage des retenues collinaires reste faible, 15,35% pour Combani et 22,5% à Dzoumogné. Une situation qui pose de plus en plus problème avec notamment de nombreuses répercussions tant sociales, sanitaires et économiques. La préfecture de Mayotte ne souhaitant pas s'exprimer sur le nouvel arrêté mis en place le 19 janvier et l'ARS restant injoignable, c'est avec Balahachi Ousseni, secrétaire départemental de la CFDT de Mayotte, que nous avons fait le point sur la situation. Ousseni Balahachi qui était présent ce matin sur le plateau de la matinale. Les précisions dans ce reportage d'Adèle Laurent. Tours d'eau et restrictions d'eau renforcées partout sur l'île, la crise sécheresse qui touche Mayotte a de lourdes conséquences à différents niveaux. En ce qui concerne l'éducation nationale, 46 écoles primaires sur les 68 établissements du Sud sont encore fermées. Des travaux sont actuellement menés par la SMAE et financés par la préfecture afin que ces établissements soient raccordés au réseau d'adduction. Mais pour Balahachi Ousseni, il aurait fallu anticiper avant la réouverture des écoles. Si on avait pensé au moins d'installer ces fontaines autour des établissements scolaires pour pouvoir alimenter ne serait-ce que les écoles pour garantir la sécurité des enfants quand ils quittent chez eux pour aller à l'école. Alors là, ça pourrait être une bonne idée. Et la pénurie d'eau a également des conséquences au niveau de la santé. En effet, les patients soignés à domicile et sous le coup des coupures rencontrent des difficultés dues au manque d'eau, notamment au niveau de l'hygiène. D'après Balahachi Ousseni, un recensement de ces patients pourrait permettre la livraison quotidienne d'eau à leur domicile et ainsi contrer l'aggravation de certaines maladies. Mais pour le secrétaire départemental de la CFDT, ce n'est pas le seul risque sanitaire à craindre. Espérons et prions que des maladies des pays pauvres ne puissent pas revenir chez nous. Des maladies telles que la fièvre typhoïde, telles que l'hépatite A, telles que il y a des maladies qui sont provoquées par les rongeurs et autres. Il est à rappeler que la surveillance épidémiologique mise en place par l'Agence régionale de santé ne relève pas à ce jour de cas de maladies hybrides ou de pathologies liées à la situation. Néanmoins, par mesure de prévention de ces risques sanitaires, il est préconisé aux habitants touchés par les tours d'eau de laisser couler l'eau jusqu'à ce qu'elle soit claire, de la faire bouillir 5 minutes pour les usages alimentaires et de la stocker dans un récipient fermé pendant 72 heures maximum. Et la pénurie d'eau touche également le monde économique, en particulier le secteur des travaux publics. En effet, depuis l'arrêté préfectoral du 20 décembre, limitant provisoirement certains usages de l'eau, la Fédération mahoraise du bâtiment et des travaux publics estime à 80% la proportion des chantiers stoppés ou ne pouvant démarrer. D'après la Fédération, plusieurs centaines de salariés se retrouvent à l'heure actuelle sans emploi à cause de cette situation. Comment est-ce qu'ils pourront garantir la continuité de leurs activités? Et donc des salariés. Et des salariés. Alors, par rapport à ça, nous avons énormément des salariés qui ont été licenciés. Déjà, c'est déjà le cas? Déjà licenciés, tout à fait. Une pénurie d'eau qui fait craindre un impact économique important. Et pour Balahachi Ousseni, entreprises comme citoyens pourraient descendre dans la rue manifester leur mécontentement vis-à-vis d'une situation qui se répète d'année en année. Je crains que ça crée un débordement de la situation sociale à Mayotte. Nous ne pouvons pas vivre sans avoir de l'eau à Mayotte. Les élus devront répondre face à leurs responsabilités. Parce que même si le problème ne sera pas résolu immédiatement, mais par contre l'interpellation de la population face aux responsables, ça veut dire qu'ils doivent apporter une solution rapidement. Trouver des solutions pour limiter les dégâts, comme par exemple faire venir de l'eau par bateau ou par avion, mais également mieux anticiper, avec notamment la construction tant attendue de la 3e retenue collinaire. En effet, en discussion depuis 1999 et actée depuis 2006, les travaux n'ont toujours pas démarré. La maîtrise foncière étant acquise, l'ADEAL et la préfecture ont tout de même récemment décidé d'accélérer le processus de mise en œuvre des
travaux. Pour l'heure et grâce au tour d'eau, la date d'échéance à laquelle la retenue de Combani pourrait être vide est repoussée de quelques jours, au-delà du 1er mars 2017. Mais la situation reste tout de même très préoccupante. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme d'après est déjà sur le plateau, puisque c'est Casport que vous allez retrouver tout à l'heure à 19h40. Demain matin, ne ratez pas la matinale avec toute l'équipe qui sera là dès 6h. Bonne soirée à vous. Et oui, je sais. Bonne soirée à vous sur KTV et à demain. Tour d'eau et restrictions d'eau.